Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et merci de commencer avec nous ce nouveau cycle annuel de conférences, les cycles de l'être. Une fois de plus, nous pourrions commencer par répéter cette phrase que vous connaissez si bien. Nous sommes des énergies manipulées par des énergies et cherchant à manipuler des énergies. Bon, ça peut paraître rengaine à force de l'entendre, mais nous sommes tellement identifiés à nos formes physiques que nous avons du mal à intégrer qu'à l'image du monde, nous sommes avant tout des énergies, et que ces énergies se manifestent à tout niveau de l'univers par des cycles. Et c'est pourquoi nous allons chercher cette année à comprendre et à utiliser certains de ces cycles. L'année dernière, en travaillant sur l'âme dans tous ses états, nous avons vu qu'à l'arrière-plan de toutes les existences, tout est conscience et énergie se déployant en fractal. Et nous avons conclu l'année 2024 en développant le chemin conduisant de l'éducation à l'initiation, en montrant que tous les êtres vivants progressent au fil des incarnations, jusqu'à rayonner pleinement les qualités de l'âme. Cette année, nous allons poursuivre ce travail en mettant tout d'abord en évidence les cycles d'énergie par lesquels toute éducation, toute initiation et toute créativité planétaire se développe au mieux. Et pour illustrer la mise en œuvre de ces cycles, nous allons aussi dérouler un même thème tout au long de l'année, celui des justes relations sur Terre. Cela nous permettra de mettre en évidence combien toute intention fondamentale nécessite d'être pensée, nourrie, développée, rayonnée et actualisée grâce à des cycles d'énergie. En effet, s'il semble naturel de tenir compte des cycles saisonniers pour la culture des végétaux, nous oublions souvent qu'il faut également tenir compte des cycles d'énergie pour la croissance de la conscience et l'épanouissement du service qui incombe à l'humanité sur Terre. En fait, tout est cycle dans l'univers. Tout s'inscrit dans de multiples rondes qui s'entremêlent, qui se contiennent et se nourrissent. Et ces multiples cycles qui imprègnent nos existences terrestres sont des aspects de cycles plus subtils que nos perceptions sensorielles et nos capacités de compréhension ne sont pas toujours en mesure de percevoir. Et parmi eux, il en est deux qui revêtent une importance particulière. Le premier, c'est la ronde annuelle des énergies de ce qu'on appelle les signes astrologiques, qui imposent un rythme essentiel à la vie des terriens. Le second est le cycle solilunaire qui présente un rythme de travail hebdomadaire à l'intérieur de chacune de ces énergies. Alors, comment, pourquoi, pour qui? C'est ce que nous allons voir donc au fur et à mesure de cette découverte progressive de ces énergies. Donc nous allons parcourir mois après mois, semaine après semaine, les cycles de l'être. Ces énergies, comme nous allons le voir, prédisposent à des possibles, à des états d'être, se traduisant par des actions, par des réactions, des fonctionnements et des mouvements qui dépendent du chemin d'involution ou d'évolution de chacun. Bien sûr, il est tout à fait possible de les ignorer et de ne pas voir combien ces énergies nous manipulent au quotidien tout en s'imaginant être libres. Mais les reconnaître et comprendre leurs influences énergétiques est cependant une aide précieuse pour apprendre à connaître le monde extérieur et nos mondes intérieurs. Et c'est ce qui permet également de découvrir comment utiliser ces énergies dans un but évolutif. En effet, ces énergies cycliques impactent l'âme collective et l'âme individuelle, tout comme les personnalités. Et c'est donc en nous servant de ces influences que nous allons pouvoir nous faire passeurs d'essentialité et amener les changements qui dessinent un avenir plus lumineux pour l'ensemble des terriens. C'est ainsi que nous allons chercher à contribuer à l'avènement de plus justes relations sur Terre tout au long de l'année. Alors, commençons pour cela par voir ce que sont les cycles. La notion de cycle est fondamentale dans l'univers.
En effet, la rotation de n'importe quel élément autour d'un centre est universelle. On la retrouve tant au niveau de l'atome qu'au niveau des mouvements planétaires et galactiques. Et c'est en effet la rotation qui organise toute matière et l'univers tout entier dans le visible comme dans l'invisible. Ça va aussi pour un point de vue plus subjectif d'ailleurs. Parce que le cycle des morts-renaissances est aussi un cycle qui se structure à partir du point central qu'est l'âme, qui s'incarne et qui s'abstrait selon certaines rondes. Et puis, quant au cercle des relations humaines, il se dessine également autour de centres qui déterminent le champ relationnel d'une famille ou d'un groupe qui s'organise autour d'intérêts variés. Et donc, nous devons ce mouvement à l'énergie du rayon 3 d'intelligence créatrice. C'est lui qui régit l'interrelation constante entre toutes les polarités par les mouvements cycliques qu'il impulse à la création et au sein de chaque humain dont il rythme l'existence par les cycles cardiaques, respiratoires, menstruels, les cycles circadiens qui règlent nos horloges biologiques, aussi les cycles hebdomadaires, mensuels, saisonniers, qui sont omniprésents et qui scandent notre vie quotidienne, le plus souvent d'ailleurs inconsciemment. Et il en est de même pour les relations qui sont toutes l'expression de cycles. Que ce soit pour les relations qui nous lient aux autres, ou que ce soit dans les relations entre l'âme et la personnalité. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que vit l'âme sur son propre plan, vis-à-vis des énergies subtiles auxquelles elle se relie régulièrement pour pouvoir les rayonner ensuite. Naturellement, tous ces cycles sont des fractales de cycles plus vastes qui concernent les planètes, les étoiles, les galaxies, etc. C'est pourquoi, par le rayon 3, les cycles sont le mouvement évolutif de toute vie. Alors, en ce qui concerne l'humanité, ils sont la clé de l'évolution. Parce qu'aucune progression ne se fait d'une manière linéaire en dehors des cycles. Et c'est pourquoi, tant pour l'éducation que pour la progression initiatique de chacun, il est fondamental d'apprendre à travailler selon les cycles majeurs auxquels l'âme elle-même se soumet. Alors voyons pour cela les deux cycles essentiels que sont le cycle de rotation annuelle de la Terre autour du Soleil et la course mensuelle de la Lune autour de la Terre. Commençons par le cycle annuel de la Terre autour du Soleil. Ce cycle est connu depuis des temps immémoriaux parce qu'il influe directement sur les saisons. En effet, du fait de l'inclinaison de la Terre sur son axe, elle ne reçoit pas les rayons du Soleil de la même manière, selon la place qu'elle occupe lors de sa ronde. Et c'est en comprenant ces variations cycliques, d'ailleurs, que l'humanité a pu s'y accorder, s'y ajuster et améliorer ainsi sa façon d'habiter le monde. Lors de sa ronde autour du Soleil, la Terre va entrer en contact avec le cercle des constellations zodiacales. Bon. Naturellement, pour la majorité des astronomes, ces constellations ne sont que de simples organisations d'étoiles qui servent de point de repère saisonnier aux humains qui de tout temps ont scruté le ciel. Et la plupart des chercheurs considèrent que tous les récits mythiques et les pouvoirs qui leur sont associés ne sont que des superstitions et des balivernes. Parce que la forme des constellations est un trompe-l'œil. Puisque les étoiles ne sont pas disposées comme nous le voyons sur un plan en 2 dimensions, mais qu'elles occupent les 3 dimensions de l'espace. Mais cette apparence trompeuse, comme les noms d'ailleurs qui leur ont été donnés, permet d'identifier des groupes d'étoiles qui, au su de la science ésotérique, ont une grande importance. D'ailleurs, une découverte récente conforte l'idée de constellations spécifiques en montrant que les étoiles de ces groupes sont mystérieusement reliées. En effet, elles se déplacent ensemble dans la même direction au sein de la galaxie, telles des entités solidaires, tout en maintenant leurs distances respectives. Mais bon, au-delà de l'apparence, qui de toute façon est sans importance, il faut surtout garder à l'esprit que tous ces groupes d'étoiles sont avant tout de gigantesques consciences. Comme nous l'avons vu l'an dernier, toute apparence est générée par une essence. Tout dans ce qui peuple l'univers résulte d'énergie de vie et de flux de conscience
et les constellations, les étoiles et les planètes n'échappent évidemment pas à la règle. Alors l'astrologie est mal vue par les rationalistes, qui ne croient que ce qu'ils voient. Et pourtant, elle existe depuis la nuit des temps, parce que les initiés qui ont servi de guide à l'humanité au fil de ces incarnations savaient fort bien que les astres sont des pôles d'énergie-conscience fondamentaux avec lesquels il est possible de travailler. Ils savaient qu'en amont des grands cycles stellaires et planétaires, des rapports de vie et de conscience s'organisent pour répondre à un plan qui nous échappe, mais auquel tous participent. Et ils ont laissé les non-initiés traduire en mythes et superstitions des croyances qui les rassuraient. Ce sont donc ces 12 constellations que la Terre va contacter lors de son cycle autour du Soleil. Mais comment? Eh bien, cette ronde, il faut se rendre compte que lors de cette ronde, la Terre se livre à ce qui s'apparente à une marche méditative. Une marche méditative en 12 phases. À chaque étape, la conscience de la Terre, encore appelée logos planétaire, cherche à accorder sa fréquence à l'une des 12 constellations zodiacales dont l'énergie lui parvient par l'intermédiaire du Soleil. Naturellement, au sein du système solaire, les autres planètes font de même parce que ces cycles ne concernent pas uniquement la Terre. Et lorsque certaines d'entre elles sont en affinité de conscience et d'énergie avec une constellation, eh bien, elles peuvent en devenir le relais privilégié. La Terre coopère alors également avec les émanations énergétiques de cette planète et elle en est impactée au même titre que tous ses habitants. Traditionnellement, le premier temps de la marche méditative de la Terre est associé aux énergies béliers, qui, avec l'avènement du printemps et le jaillissement luxuriant de la nature, donne l'impression d'un démarrage. Mais ce premier temps est celui de l'émergence visuelle, apparente de la nature. Il est en réalité précédé par l'hiver, qui est le réel premier temps invisible, là où tout se prépare pour la grande émergence du printemps. Ainsi, chaque nouveau cycle de la Terre autour du Soleil commence par l'hiver dans l'hémisphère nord, qui, à partir du solstice, voit à nouveau croître la lumière jusqu'à ce qu'elle rayonne de tous ses feux à la Saint-Jean d'été. C'est donc avec l'hiver et les énergies capricornes que la Terre recommence à se diriger, tant physiquement que symboliquement, vers la lumière. Mais si tous les cycles se décrivent à partir de ce que l'on perçoit physiquement, il ne faut pas oublier que l'apparence n'est pas la cause, et que l'origine des cycles émerge de conscience qui les génère depuis les plans subtils. Et si nous cherchons à pénétrer et à comprendre le monde des énergies qui s'interpénètrent au sein des multiples cycles, nous devons systématiquement considérer toute manifestation apparente comme résultant de causes intérieures subjectives. C'est parce que les cycles existent avant tout du point de vue des énergies de vie et de conscience qu'ils peuvent ensuite se concrétiser du point de vue physique. Et c'est pourquoi toute méditation est avant tout un cycle. Qu'il s'agisse d'une étoile qui cherche à se mettre en phase avec d'autres, qu'il s'agisse d'une planète qui s'harmonise avec les influences de certaines constellations, ou tout simplement d'un humain qui s'efforce de vibrer au diapason de l'âme, toute méditation se fait selon un cycle. Et c'est ainsi que la Terre, en se connectant tous les mois aux différentes constellations du zodiaque par l'intermédiaire du Soleil, médite selon un rythme à 4 temps qui scande énergétiquement sa méditation. Et c'est là qu'intervient le second cycle que nous avons évoqué tout à l'heure, le cycle solilunaire. Alors comment ce cycle rythme-t-il la méditation de la Terre et comment s'organise-t-il? Commençons par préciser la nature de ce rythme. Pour le comprendre, nous devons envisager une autre approche que celle qu'utilise l'astrologie traditionnelle, qui prend la Terre comme point central. En effet, à chacun de ces 12 pas, à chacun des 12 pas que la Terre effectue sur son orbite, il est dit que le Soleil entre dans un signe. C'est ainsi qu'on considère que les individus qui sont nés entre
le 21 mars et le 21 avril, ont leur soleil dans le signe du Bélier. Et qu'il soit du 22 mars ou du 19 avril, ils sont du signe du Bélier. Peu importe que ce soit en début ou en fin de signe, l'énergie est considérée comme étant la même. Mais du point de vue de l'âme planétaire, ça se présente complètement différemment. Chaque mois, lorsque la conscience de notre planète entre dans un signe, elle va pratiquer un rythme de méditation à 4 temps pour entrer en syntonie avec une constellation différente chaque mois par l'intermédiaire du Soleil. Alors, pour ce faire, elle commence par s'aligner sur ces énergies, pour s'accorder aux vibrations émises par une constellation, pour être en mesure de recevoir ces énergies. C'est ce qu'elle va faire d'ailleurs dans un deuxième temps, les recevoir. Puis, imprégnée de ces énergies, elle s'emploie dans un troisième temps à les diffuser à l'ensemble des terriens avant d'intégrer, lors d'une quatrième phase, toutes les leçons de l'expérience. Voilà quelles sont ces 4 phases. L'ensemble de ce cycle dure environ 28 jours, après quoi la planète entre dans une nouvelle phase d'alignement sur l'énergie suivante dans sa ronde zodiacale. Et ainsi de suite, parce qu'évidemment, la Terre ne s'arrête pas de tourner ni sur elle-même, ni autour du Soleil. Nous voyons donc apparaître un nouveau calendrier dans lequel chaque période de 7 jours a une couleur énergétique différente. Alors, les âmes de l'ensemble des humains suivent ce même cycle méditatif. Et ce sont ces phases d'alignement, de contact, de distribution et d'intégration qui donnent au cycle éducatif, comme au cycle initiatique, leur rythme évolutif. Le cycle à 4 temps est omniprésent dans l'univers, même si on ne le perçoit pas forcément, et d'ailleurs nous en reparlerons le mois prochain. Et donc, il est profitable pour tout humain qui s'emploie à servir au mieux les intentions de l'âme, de chercher à se conformer à ce cycle pour coopérer avec le flux du vivant et s'en faire passeur. Et donc, de ce point de vue, du point de vue humain, on peut alors décrire les 4 temps de la manière suivante. Le premier temps, c'est un temps où on se prépare à accueillir de nouvelles énergies. C'est une phase d'ajustement pour s'accorder avec l'énergie du signe dans lequel on est entré et avec les planètes qui le relaient. Et c'est à cette période que se situent d'ailleurs les conférences, qui contribuent à cette préparation. Pendant ce temps, il s'agit aussi de se défaire des éprouvés antérieurs, de sortir de l'expérience précédente, du mois d'avant, pour se rendre disponible au nouveau, à l'inédit, qui est en passe d'advenir. C'est donc un temps d'alignement. Le deuxième temps, c'est un moment d'imprégnation des énergies sur lesquelles on a cherché à s'aligner. C'est un temps de silence, un temps de réceptivité active aux qualités subtiles qui rayonnent. Au cours de ce temps de réception, il est important de se relier à tous ceux qui effectuent ce travail parce que ce n'est qu'en groupe subjectif qu'il est possible d'être passeur de ces énergies. C'est un moment où nous n'avons pas forcément à identifier consciemment ce qui se passe. Nous sommes simplement tels des antennes ouverts à ce qui se propose et c'est un temps de contact. Le troisième temps est un temps de distribution, un temps de mise en œuvre de ce qui a été contacté. Parce que nul ne médite pour lui-même, mais pour amener sa part à l'œuvre commune. Et donc c'est parfois dans ce troisième temps que les méditants sentent qu'il s'est passé quelque chose. Les énergies contactées passent à travers leurs véhicules et viennent parfois les secouer, parce qu'ils vibrent sur un rythme qui n'est pas celui des nouvelles qualités qui cherchent à s'incarner. Et donc une fois que les énergies reçues se distribuent, elles s'éprouvent dans les activités quotidiennes. Et vient le quatrième temps, qui est celui de l'intégration du cycle. En effet, une fois les énergies contactées et distribuées, vient le temps où il importe de les intégrer mentalement, émotionnellement, voire physiquement. Et cette intégration suscite là aussi parfois des résistances et des réactions, parce que vivre en phase avec ce que les énergies proposent, c'est devoir s'adapter en permanence au nouveau.
qui cherchent à se manifester. Et ça implique aussi quelques renoncements, parfois difficiles. Voilà donc ces 4 temps du cycle de méditation planétaire. Ils conditionnent au fil des mois l'ensemble des terriens, même lorsque ceux-ci n'en sont pas conscients. En fait, ces énergies sont l'expression de grandes consciences qui nous dépassent, mais au sein desquelles pourtant nous évoluons. Il est donc préférable de s'accorder à leur mouvement pour pouvoir travailler au service collectif en utilisant les énergies qui nous sont accessibles. En effet, sans conscience portée sur ces phases et sur les qualités émanant des constellations astrologiques, nous parcourons l'existence sans identifier les flux énergétiques qui nous traversent et qui nous conditionnent. Et il est alors impossible de se servir de ces énergies consciemment pour une quelconque créativité. Mais pour ça, encore faut-il pouvoir repérer ces 4 temps au fil des mois. Et tout serait simple si ces 4 phases se déroulaient aux mêmes dates systématiquement à partir de l'entrée dans un signe le 21 de chaque mois. Mais il n'en est pas ainsi. En effet, la Terre organise son cycle de méditation par rapport à la présence ou à l'absence de la Lune entre elle et le Soleil. C'est donc la Lune qui va nous fournir un point de repère dans ce cycle à 4 temps, et seulement un point de repère. Car dorénavant, dépourvue de vie et de conscience, la Lune n'exerce plus aucune influence spécifique. En effet, lors de son orbite autour de la Terre, qui dure approximativement 28 jours, les 2 positions que représentent la pleine Lune et la nouvelle Lune sont particulièrement importantes. En nouvelle Lune, la Lune se situe entre la Terre et le Soleil. Elle fait donc momentanément obstacle à leur contact direct, entraînant d'ailleurs fréquemment des éclipses partielles ou totales du Soleil. Par contre, en pleine Lune, la Lune se trouve derrière la Terre, et l'espace entre elle et le Soleil est totalement dégagé, permettant ainsi un échange énergétique maximal entre les deux. Et entre ces 2 temps, de nouvelle Lune et de pleine Lune, vont se situer les phases intermédiaires du premier et du deuxième quartier. Or, la conscience planétaire a organisé sa méditation de façon à ce que la phase de contact puisse avoir lieu quand l'espace entre la Terre et le Soleil est dégagé, donc en période de pleine Lune. C'est pourquoi la période de préparation a lieu avant, lors du premier quartier, la période de distribution après, lors du deuxième quartier, et la phase d'intégration a lieu forcément en nouvelle Lune. Et comme la date de la pleine Lune varie au fil des mois, nous avons besoin, pour nous caler sur les phases de la méditation de la Terre, de nous référer à un autre calendrier basé sur les temps de pleine Lune, autour de laquelle s'organise le cycle à 4 temps. À ce propos, d'ailleurs, vous pouvez télécharger sur notre site ce calendrier solilunaire si vous souhaitez suivre au plus près ce rythme de travail. Toutes ces variations d'énergie entraînent bien sûr des effets visibles, perceptibles, que ce soit sur le comportement des humains, des animaux, même sur la pousse des végétaux. Et naturellement, à chaque fois, on incrimine la Lune. Mais ce n'est pas la Lune qui en est responsable, comme nous venons de le voir. C'est pourquoi, quand on parle des effets de la pleine Lune, il s'agit en réalité des effets puissants du rapport d'énergie entre le Soleil et la Terre. De même, lorsqu'on évoque les méditations de pleine Lune, c'est pour insister sur l'importance de la phase contact du cycle au moment de la pleine Lune, et non pour donner un quelconque rôle à la Lune elle-même. D'ailleurs, on peut noter que partout ailleurs où on rencontre le rythme à 4 temps, et on le rencontre très souvent, il existe sans aucun rapport avec la Lune. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà donc ce qu'il était nécessaire de préciser concernant les 2 cycles qui vont nous accompagner toute l'année. Nous allons donc suivre chacun des 12 pas méditatifs de la Terre autour du Soleil. Et pour chacun de ces pas, nous allons montrer l'intérêt d'en vivre les énergies en suivant les 4 phases qui les rythment dans le temps. C'est ce qui éclaire le titre de ce soir, le maître des horloges, nom qu'on peut attribuer à Saturne qui va nous accompagner aussi en ses énergies Capricorne. Alors voyons à présent ce que sont ces énergies, leur provenance et leur mise en œuvre possible.
Il y a d'abord les énergies qui proviennent des constellations elles-mêmes et qui représentent leur qualité fondamentale. Ces énergies dépassent de beaucoup le cadre de la Terre parce que ces grandes vies sont des énergies extrasystémiques qui influencent bien des mondes et entre autres notre système solaire. À notre niveau d'évolution, ce que nous pouvons en percevoir passe par les filtres de nos perceptions et de notre compréhension, qui restent très limitées, eu égard à la puissance des intentions que véhiculent ces grandes consciences et à l'intelligence du plan auquel elles répondent. En tant qu'humanité, ce que nous pouvons en comprendre nous donne simplement une idée de ce qu'elles expriment et nous propose un cadre d'évolution et un cadre de réflexion sur la couleur énergétique du moi. Donc, ça c'est le premier point, ce sont les énergies des constellations. Deuxième point, il y a aussi les énergies qui sont relayées au sein du système solaire par une ou deux planètes en affinité avec les énergies de chaque constellation. Quelle est la différence entre ces deux énergies? Eh bien, autant les énergies en provenance de la constellation ont pour nous, à notre niveau de conscience bien sûr, un intérêt très abstrait et méditatif, autant les énergies provenant des planètes ont un intérêt de mise en œuvre pratique. En effet, chaque mois, l'une des deux planètes porte une énergie qui inspire l'âme des humains, et propose des états d'être ensemble, des comportements de service et de participation au plan. Quant à la seconde planète, elle conditionne la personnalité et amène chacun à réagir automatiquement et individuellement à ces énergies. Donc, l'une inspire l'âme, l'autre conditionne la personnalité. Donc, ce travail sur les énergies planétaires va nous montrer tout d'abord combien, en tant qu'individu, nous réagissons automatiquement aux énergies de la planète en rapport avec la personnalité. Et si nous ne faisons rien, nous favorisons continuellement son expression. Puis, la découverte et la reconnaissance des énergies de la planète en rapport avec l'âme. Ça va nous aider à comprendre les attitudes intérieures souhaitées pour vivre au mieux l'énergie du moi et amener une créativité de groupe et non plus individualiste. Enfin, nous apprendrons à utiliser les deux énergies en même temps, les deux planètes en même temps, celle de la personnalité servant à relayer celle de l'âme sur le terrain. Voilà ce que nous chercherons à préciser chaque mois, ce qui nous proposera des pistes de travail à mettre en œuvre au quotidien. Mais ce mois-ci, nous commençons par une exception, parce que si en général deux planètes différentes influencent l'âme et la personnalité, comme nous venons de le dire, pour trois signes, le Capricorne, le Lion et le Scorpion, c'est la même énergie planétaire qui imprègne l'âme et la personnalité, naturellement sur des niveaux vibratoires différents. Bien sûr, lorsque nous parlons d'énergie, puisqu'on n'arrête pas, il s'agit de celle des 7 rayons. Nous avons développé ce sujet il y a 2 mois avec la conférence Un monde de qualité, donc nous n'allons pas y revenir cette année, nous n'allons pas y revenir en détail. Et pour terminer ce tour d'horizon général qui introduit notre nouveau thème, précisons que nous ne donnerons cette année qu'un minimum d'informations techniques, tant sur les constellations que sur les planètes, puisque nous avons consacré en 2018 un cycle de conférences intitulé La voie de l'être, au cours duquel nous avons donné toutes ces informations. Nous ne les reprendrons pas cette année et nous vous invitons, si ça vous intéresse, à les réécouter sur notre chaîne YouTube. Alors, à présent, voyons comment nous pouvons nous accorder au mouvement méditatif de la Terre qui connecte les énergies du Capricorne. La constellation du Capricorne est un relais des énergies des rayons 1, 3 et 7. Et donc avec le rayon 1, porteuse de l'intention du plan pour le système solaire, et à notre niveau pour le plan planétaire. Avec le rayon 3, par la puissance de l'intelligence créatrice, elle fournit l'énergie indispensable à toute mise en œuvre du plan, qu'elle permet de matérialiser grâce à la contribution du rayon 7. La constellation du Capricorne fournit donc un ensemble d'énergie, conscience, qui permettent au dessein divin de s'incarner au sein du système solaire. Grâce à ces 3 énergies, 1, 3 et 7, le but, la structure et le déroulé du plan s'organisent, se déclinent et se manifestent.
Et c'est dans ce grand programme commun que se dessine la part que l'humanité doit mettre en œuvre et qui nous sera précisée par Saturne. Évidemment, seuls les maîtres de sagesse qui ont atteint la 5e initiation répondent parfaitement à cet ordonnancement divin qui implique une absolue maîtrise. Seuls les maîtres de sagesse sont capables de saisir le plan global terrestre, de voir la manière dont il s'inscrit dans le temps, de comprendre ce qu'il leur revient d'accompagner et de s'y consacrer en toute impersonnalité. Par conséquent, en ce qui nous concerne, pour appliquer ce plan, il est nécessaire de développer progressivement une certaine maîtrise. Et c'est pourquoi le mot-clé le plus apte à rendre compte de l'énergie du Capricorne est le mot maîtrise. Évidemment, selon l'âge de conscience des individus qui répondent aux énergies Capricorne, la maîtrise s'apprend peu à peu et se vit de diverses manières. Ça commence en involution par l'apprentissage de la maîtrise égoïste, de la matière, de l'argent, du pouvoir sur les autres. Puis en évolution vient l'éducation à la maîtrise de soi, la maîtrise d'un savoir-faire, pour aboutir à s'initier peu à peu à la reconnaissance du maître en chacun, l'âme. Et c'est ainsi à une phase d'apprentissage de la maîtrise que nous incite le Capricorne. Le Capricorne, justement, nous amène, du fait de sa position dans le temps, à découvrir une certaine maîtrise. En effet, à l'image du dieu Janus, le Capricorne embrasse la fin de l'année et le début de la nouvelle. D'une part, en regardant l'année écoulée, ces énergies invitent à tirer le son de ce qui s'est accompli. Et ainsi, on peut accroître le pouvoir de maîtrise sur soi-même ou sur les autres. Et d'autre part, en initiant l'année nouvelle, ces énergies impulsent un regain redynamisant de nombreux plans individuels ou collectifs, conscients ou inconscients. Les énergies Capricorne induisent toujours un renouveau de l'engagement dans une histoire qui nous dépasse, nouvel élan pour un projet qui participe à une vision globale. Ce sont les énergies du Capricorne qui poussent les humains à se souhaiter une bonne année, à prendre des résolutions, à décider de nouveaux engagements, en ne réalisant pas toujours qu'ils répondent ainsi à des influences qui les dépassent. En effet, le choix de s'engager dans un nouveau cycle ne provient pas des humains eux-mêmes. Ce sont les mouvements énergétiques qui conduisent chacun à traduire ses énergies sous forme de vœux ou de nouveaux engagements. Mais lorsque nous faisons des vœux pour l'année, c'est l'aveu que nous ne maîtrisons rien et que nous nous en remettons complètement à la chance ou aux bonnes grâces de Dieu pour exaucer nos vœux, nos souhaits, qui ne sont alors que des velléités. Mais lorsqu'au contraire, nous formulons avec vigueur et détermination un réengagement ou de nouvelles intentions, alors nous considérons que nous sommes en mesure de maîtriser quelque peu notre existence en contrôlant son orientation et en devenant maître de nous-mêmes, ce à quoi justement nous invitent ces énergies Capricorne. Bien sûr, ces bonnes résolutions concernent la plupart du temps la personnalité individuelle. Bon, mais normal, dans un premier temps, il est important de prendre en main sa vie et d'organiser des plans personnels pour aller dans le sens de l'involution. Puis, il est nécessaire de comprendre que les propositions du Capricorne concernent avant tout l'âme que nous sommes, et non nos vies personnelles. Elles s'adressent donc plus au global qu'au particulier. Et c'est pourquoi, dans un second temps, il revient à chacun de resituer sa vie au sein d'une conscience et au sein d'un projet global, ce qui marque individuellement et collectivement le tournant de l'évolution. La vie individuelle, prise isolément, n'a en effet aucun sens, eu égard au groupe d'âmes venus s'incarner sur Terre pour amener l'amour sur tous les plans de la manifestation. Et c'est pourquoi les énergies Capricorne, en portant le plan et sa matérialisation, incitent tout humain qui se sait fondamentalement âme à abandonner les plans individuels pour réaliser, pour rallier le plan global en y apportant sa contribution. Ainsi, chaque début d'année
devient l'occasion de s'inscrire plus consciemment dans la mise en œuvre du plan d'ensemble, renonçant aux plans égoïstes qui contreviennent trop frontalement à l'état d'esprit de la conscience de groupe. Mais comment concourir à ce travail de renouveau? En utilisant l'énergie portée par Saturne. Cette planète incarne l'intelligence créatrice du rayon 3, qui influence tant les âmes que les personnalités humaines soumises aux énergies capricornes, puisque dans ce signe, elle influence aussi bien l'une que l'autre. Le rayon 3 amène toutes les âmes de tous les règnes à s'incarner dans les formes, et il est celui qui stimule l'évolution. Il est la lumière du monde. Et la lumière perceptible en toute forme, à des degrés divers, résulte de la présence de l'âme. Tous ceux qui trouvent intérêt à ces enseignements sont évidemment sensibles à l'énergie de Saturne. En effet, cette planète concentre l'énergie de l'intelligence créatrice et elle est un pôle de lumière qu'elle rayonne et qu'elle diffuse dans toutes les déclinaisons de la manifestation. Et c'est pourquoi, une fois cette énergie essentielle perçue et reconnue, il revient à l'humain la responsabilité d'en être témoin, passeur et traducteur. Et il peut le faire de multiples façons. Parce que si le rayon 3 engendre les qualités de lumière et d'intelligence créatrice, il met aussi en évidence les notions de devoir, de responsabilité, d'opportunité et de karma. Ce sont tous ces champs d'expression que nous pouvons explorer pour nous efforcer de co-créer un monde de plus justes relations. Ce qui, rappelons-le, est le fil rouge de notre travail cette année. Alors pour commencer, que dire de la lumière? Au-delà de nos compréhensions, au-delà de nos reconnaissances et de nos interprétations, la lumière est omniprésente dans l'univers. Elle est une émanation de l'imprimordial et elle rayonne à travers les 7 rayons à l'origine de la manifestation. En ce qui concerne plus spécifiquement les mondes manifestés, la lumière est la substance active du rayon 3. Comme nous l'avons vu l'an dernier, c'est l'âme qui crée toute chose à partir de la lumière primordiale. Et sa présence au cœur des formes s'exprime avec plus ou moins de puissance, selon la densité des voiles qui la recouvrent et les possibilités dont elle a doté chaque règne. Ainsi, la lumière est une puissance rayonnante qui sous-tend de multiples façons tout ce qui est. La lumière, c'est ce qui permet de voir, c'est ce qui permet de comprendre, c'est ce qui permet de discerner, de comparer et de choisir. La lumière, c'est ce qui permet de faire des rapports entre les choses, entre le fond et la forme. Elle permet l'existence de contrastes, parce que ce n'est que le contraste qui permet de dessiner les contours d'un objet sur un fond. Ce n'est que le contraste qui permet sur fond de paix ou de trouble de voir surgir une émotion positive ou négative. Pour pouvoir se représenter quelque chose, il faut l'identifier. Il faut faire la lumière sur ce qui est. Sinon, nous traversons l'existence sans conscience, sans comprendre et donc sans nous diriger. Que voyons-nous des états du monde? Que repérons-nous des espoirs des uns et des autres? Quand comprenons-nous? Sans lumière, rien n'apparaît, rien n'est éclairé. Voilà une belle lapalissade, mais c'est une lapalissade que nous oublions régulièrement, tant nous restons prisonniers des limites de nos entendements, sans chercher à voir au-delà du visible, sans chercher dans le monde des causes, sans chercher à y voir plus clair. Or, voir plus clair, c'est ce à quoi nous pouvons nous atteler pour comprendre le monde. En identifiant les difficultés qui se présentent à nous, nous pouvons contribuer à les résoudre, parce qu'elles sont là pour que nous en venions à bout. De même qu'une question est une réponse qui cherche à se frayer un chemin jusqu'à nous, un problème, c'est une solution qui cherche à se faire découvrir et à se révéler. Et toute solution éclaire nouvellement les choses en nous permettant de les voir avec plus de hauteur et plus de distance. Sans identifier les embûches,
sans réaliser les tenants et les aboutissements d'un problème, il n'y a guère de chance de les résoudre et de parvenir à des situations plus harmonieuses. Saturne nous demande donc d'éclairer les problèmes physiques, psychologiques, sensibles, mentaux, pour que nous puissions élargir nos champs de compréhension. La lumière, c'est ce qui permet de prendre une métaposition en toutes circonstances. C'est ce qui permet de se désidentifier de toutes nos aliénations, de tous les liens que l'on juge indispensables, alors qu'ils sont bien souvent qu'accessoires. La lumière, c'est ce qui permet de différencier l'utile du futile. C'est ce qui permet d'adopter l'objectif, en sachant qu'il s'inscrit dans un paysage qui nous dépasse. C'est donc ce qui permet de ne pas prendre la photo pour la réalité. Comprendre n'est jamais qu'une entrée dans un monde plus grand. La lumière de la pensée, c'est aussi ce qui permet de dire que ce qui est compris aujourd'hui est une étape qui ouvre sur demain, et que le vrai d'un jour ne rime pas avec toujours, et qu'il convient de ne jamais prendre ce qui est compris pour une certitude éternelle. C'est ce que nous propose l'expérience. Réinterroger à chaque instant, à la lumière de l'intelligence, ce que l'existence propose pour en comprendre les causes et percevoir combien l'absence de lumière est un cachot pour la conscience. Avec le solstice d'hiver, un renouveau de la lumière nous invite à regarder d'un œil neuf le monde qui nous entoure, pour que nous cultivions la lumière de l'espoir, pour que nous fassions le choix de plus justes relations, et que nous nous attelions à suivre la voie qui est claire chaque fois que nous acceptons de sortir des limites de la compréhension dans laquelle nous avons tendance à nous installer. La lumière, c'est ce qui permet de croître dans tous les espaces et dans toutes les dimensions. Alors cultivons-la pour doter l'existence non de feux d'artifice, mais pour en éclairer tous les pans et estomper les ombres qui entachent les justes relations humaines. Au fil des incarnations, nul n'a jamais fini d'ouvrir son regard sur le monde. C'est là le chemin qui perpétuellement se renouvelle et découvre de nouveaux champs de compréhension. Et c'est en cela que les cycles deviennent marqueurs d'éternité, en proposant une alternative aux représentations humaines d'un temps qui serait borné dans tous les sens du terme. Parce que si les bornes sont des repères, elles ne doivent surtout pas enfermer, mais perpétuellement nous indiquer le pas le plus inclusif qu'elles incitent à faire pour les dépasser. Et c'est ainsi que la lumière permet de voir, de concevoir, de comprendre les cadres dans lesquels nous évoluons, pour les ouvrir toujours plus largement et inclure des champs d'expérience et de compréhension toujours plus grands. Et c'est ainsi que la lumière permet d'entrevoir l'unité et propose un pas de plus vers l'amour. Parce qu'elle seule permet d'oser l'amour, la confiance, l'espoir et la générosité pour donner au monde un air d'unité conduisant à de plus justes relations. Les énergies de Saturne, en éclairant toujours plus avant le monde, invitent à changer de regard sur les choses, les gens, les situations. Elles invitent à chercher et à découvrir les étincelles de vie, l'intelligence, les germes de génie dans la noirceur des événements. Et elles donnent le goût de l'effort pour les trouver et les utiliser à bon escient. Et c'est ainsi qu'avec la lumière, qui permet de comprendre notre place et notre rôle sur Terre, eh bien, les énergies de Saturne nous invitent à nous engager pleinement dans notre devoir d'humain. Alors, que dire du devoir? Comme nous l'avons déjà évoqué, Saturne en Capricorne influence tant la personnalité que l'âme, et la façon dont ces énergies impactent ces deux instances varie considérablement en fonction de l'âge de conscience. Avant d'apparaître dans toute leur richesse et leur fluidité, les mouvements que Saturne impulse sont perçus comme contraignants, pénibles et fort peu engageants. C'est alors que le devoir s'apparente à une obligation, un non-choix, un pensum qui donne au quotidien des aspects renfrognés dont il est quelquefois difficile de se défaire.
Mais à mesure que croît la lumière, l'engagement se fait plus conscient. Le devoir nous amène alors à lâcher notre pseudo-liberté. Le devoir nous amène à lâcher nos attachements et notre importance personnelle. Et c'est là qu'on se rend compte que le devoir qui semblait contraignant et pénible, c'est en fait un chemin de libération qui conduit à la liberté d'être. Alors, plus nous entrons en phase avec notre dimension essentielle, plus la feuille de route devient claire. Et nous nous réapproprions le projet pour lequel nous nous sommes engagés, à savoir amener l'amour sur Terre. Nous réalisons que c'est le devoir d'âme dans lequel nous nous sommes volontairement engagés en tant qu'humanité il y a des millions d'années, et qu'il tient à l'âme d'y participer, parce que le devoir, c'est le mouvement permanent de l'existence à l'œuvre. Alors, plus nous cherchons à vivre l'amour, et plus notre devoir d'humain va de soi. Et finalement, le devoir n'est rien de moins que le sens de notre vie. Notre travail consiste donc à accorder au mieux notre devoir conscient au plus grand devoir dans lequel nous sommes inclus. Parce que la Terre a un devoir au sein du système solaire. L'humanité a un devoir au sein de la Terre. Et l'homme au sein de l'humanité varie dans son appréciation du devoir selon sa conscience. Le devoir, c'est ce que les orientaux nomment le dharma. C'est la mission de tous les humains. C'est l'évidence intérieure qui pousse à créer un monde de justes relations sur Terre. Et mettre en œuvre son dharma, son devoir, crée du karma. En effet, le karma n'est pas, comme on le pense souvent, une punition des actes passés, mais une expression de la loi d'action-réaction et de la loi de cause à effet. Karma signifie action. Or, toute action est l'expression d'une créativité. Et quand les actes humains sont entachés d'erreurs, celles-ci entraînent des conséquences qu'il nous appartient certes d'assumer et de rectifier si elles se sont avérées nocives. Mais si au niveau de l'énergie, il a été mis en évidence que rien ne se perd, que rien ne se crée et que tout se transforme, dans le monde de la conscience, il en est de même. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transmute pour vibrer sur des niveaux plus subtils. Comprendre cela amène à ne rien rejeter, mais à tout inclure, afin de le traiter à la lumière de l'intelligence. Tout ce que nous faisons dans le cadre de l'application de notre devoir, de notre dharma, engendre forcément des conséquences bonnes ou mauvaises, qui nous revient d'assumer de vie en vie. Le karma, c'est donc l'occasion d'être confronté à nos réussites, à nos erreurs, et ainsi à apprendre, à répondre de mieux en mieux à notre devoir de grand raffineur de la matière. La voie du karma, en fin de compte, c'est la voie de la lumière. C'est elle qui éclaire le chemin. C'est elle qui permet de comprendre ce que nous vivons pour pouvoir adopter l'attitude la plus juste. Et c'est là que notre responsabilité, autre notion saturnienne, va s'exercer. La responsabilité est aussi parfois mal vécue quand elle est perçue comme un poids. Mais là encore, c'est ne l'apercevoir que sous un côté austère, parce que la responsabilité est avant tout la capacité d'apporter des réponses aux questions, aux situations qui s'imposent à nous. Cependant, lorsque l'énergie qui pousse à être responsable influence une personnalité très centrée sur elle-même, elle entraîne souvent des attitudes de contrôle, colorées d'orgueil, parce que la personnalité est alors persuadée que nul ne peut répondre mieux qu'elle à une situation. Elle prend alors tout en charge, quitte à déposséder les autres même de leurs erreurs et donc de leurs possibilités d'apprentissage. Dès lors, l'individu mu par cette énergie saturnienne finit par se sentir bien seul, faute d'avoir pu partager les questions et les réponses, sans réaliser qu'en s'estimant plus apte que tout autre, il se coupe de ses semblables et s'enferme dans une rigidité de pensée et d'agir qui fixe et qui fige ses possibilités d'évolution. Mais dès que cette énergie se vit sur le plan de l'âme, en conscience d'ensemble, la note change. Notre mission de vie et notre karma nous donne alors en permanence
l'occasion d'apporter des réponses aux situations globales et particulières que nous traversons en tant qu'humanité, et donc en tant qu'humains. Comprendre à la lumière de l'intelligence que ce sont les mêmes problèmes qui s'expriment en nous et dans le monde. Ça nous confronte à la responsabilité d'y apporter des réponses sur tous les plans qui nous sont accessibles. Et c'est ainsi que nous pouvons être le changement que nous voulons voir se produire dans le monde. C'est parce que nous sommes à la fois des échantillons des problèmes et des solutions que nous pouvons agir pour le bien de l'ensemble. Nos pensées, nos émotions, nos comportements quotidiens sont autant de réponses qui impactent notre entourage, l'humanité, la société. Ainsi, lorsque nous réalisons que l'évolution du monde passe par les réponses que nous apportons aux situations que nous traversons, nous assumons pleinement la responsabilité de ce qui advient. Donc, la responsabilité, c'est l'expression consciente de la créativité humaine, motivée par l'amour. Parce que dès qu'on apporte des réponses qui visent le bien de l'ensemble, nous cultivons l'inclusivité et nous cherchons à comprendre le monde dans sa globalité, avant de nous attacher à ses particularités. La responsabilité n'a alors plus rien de pesant. Elle apparaît comme ce qui doit être et se partage en fonction des possibilités de chacun. Parce que, conscient qu'il existe 7 groupes d'âmes émanant de l'énergie des 7 rayons, il apparaît bien qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Parce que personne ne peut prétendre répondre au plan individuellement. Mais chaque groupe d'âmes apporte sa part de réponse en fonction des questions, donc en fonction des opportunités qu'il se présentent à lui. Et donc, le dharma humain ne nous propose pas du tout plus lourd que nous puissions supporter. On a vraiment toujours des choses qui nous correspondent au niveau que nous pouvons répondre. C'est pour ça que ce que nous avons à faire, c'est juste de répondre aux opportunités qui se présentent. Parce que Saturne, c'est aussi la planète des opportunités et des choix. Alors, que dire des opportunités ? En conscience individuelle, les opportunités apparaissent comme de belles occasions d'optimiser un mieux, un profit personnel. Mais d'un point de vue plus essentiel, à chaque instant, tout est opportunité de voir au-delà des apparences, de comprendre, d'apprendre et d'évoluer pour faire croître la lumière et de justes relations dans le monde. Tout le déroulé des situations qui affectent nos vies individuelles et collectives n'est que flux d'énergie en perpétuel mouvement qui s'expriment et interagissent à travers des faits, des événements, des bonheurs, des malheurs, des plaisirs et des souffrances. Toutes ces énergies sont mues par des intentions en provenance de conscience dont nous ne percevons que les aspects avec lesquels nous sommes en phase. Alors les énergies de Saturne fournissent donc l'opportunité de voir au-delà du factuel, l'occasion de ne pas se contenter d'une interprétation au premier degré des événements manifestes, soit pour s'en réjouir, soit pour s'en plaindre, mais de découvrir ce qui les sous-tend afin d'apprécier les propositions d'ouverture qu'ils portent sous leur apparence immédiate et de les accompagner. Bien sûr, devant le flot d'opportunités que l'existence fournit à chaque instant et sur tous les plans, il est impossible de répondre à toutes. À la lumière de ce que nous pouvons entrevoir, c'est donc à nous d'apprendre à choisir en toute conscience celles auxquelles nous répondons et celles que nous réfutons. C'est ainsi que nous avons sans cesse l'opportunité d'avancer ou de stagner, l'opportunité de répéter les mêmes erreurs ou de les comprendre, l'opportunité de saisir comment sortir des ornières dans lesquelles parfois on s'enlise, ou pas. C'est à nous de choisir. Choisir le mieux, choisir le pire, ne rien choisir. C'est toujours un choix qui actualise une certaine vibration et qui impacte l'environnement énergétique dans lequel nous évoluons. Choisir de transmuter systématiquement le côté personnel des choses. C'est un devoir
Et là encore, à chaque instant, l'occasion nous est donnée. Et donc choisir à chaque instant l'alignement sur notre dimension essentielle. C'est un devoir, mais nous constatons combien il est difficile d'être aligné en permanence. Mais choisir de ne pas s'engager dans le devenir du monde, c'est un choix qui protège d'un effort à fournir sur un plan, sur un autre ou sur divers plans à la fois. Or, se protéger de l'effort, c'est se protéger de toute évolution. Se satisfaire des acquis pour ne pas aller au-delà, c'est se transformer en momie de la conscience qui entrave les avancées collectives. Et si d'une certaine façon, ne pas choisir est impossible, il convient de comprendre que ce sont nos choix, conscients, inconscients, assumés ou répudiés, qui colorent l'ambiance du quotidien. Les énergies Capricorne et celles de Saturne fournissent donc à tout instant un terrain pour cultiver le mieux commun. À quelles opportunités répondons-nous concernant les justes relations, la paix, l'argent ou tout autre sujet? Sommes-nous en mesure de saisir à quel point voir le monde sous l'angle des opportunités mène au contentement? En effet, voir en toute chose une opportunité d'évoluer est une attitude qui mène au contentement, qualité qui n'a rien à voir avec le fait d'être content. En effet, le véritable contentement, c'est comprendre que nous disposons toujours de ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir avancer dans cette vie. Le contentement, c'est réaliser que toutes les conditions de notre existence sont les mieux adaptées à ce que nous sommes, pour concourir à l'évolution, la nôtre, mais aussi celle des groupes auxquels nous appartenons, et celle de l'humanité. Ce n'est pas trop difficile, naturellement, d'avoir le contentement quand tout va bien. Mais quand les problèmes nous assaillent, maintenir le contentement assure la continuité de la mise en œuvre de notre devoir, contre vents et marées. Alors, lumière, devoir, karma, responsabilité, opportunité, contentement. Voilà donc les chapitres de travail qui s'ouvrent à nous avec les énergies Capricorne. Voilà quelques-unes des pistes que nous pouvons emprunter ce mois-ci pour accompagner le déploiement de ces énergies sur Terre. Alors devant l'ampleur de la tâche, les questions sur la façon dont nous pouvons nous y prendre ne manquent pas. Et c'est là que nous comprenons la nécessité de travailler avec rigueur et discipline, deux autres qualités qui elles aussi résultent de les énergies saturniennes. Et pour ce faire, nous allons donc accorder notre travail, nos méditations, au rythme solilunaire, afin d'être en phase avec les énergies qui se déversent sur Terre et nous influencent. Suivre ce rythme nous met en phase avec un mouvement global qui permet d'épouser ensemble un flux énergétique commun à tous les terriens. Et donc cette année, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous proposons de nous engager collectivement à méditer sur l'avènement de justes relations en suivant ce cycle à 4 temps qui se répète au fil des 12 énergies mensuelles afin d'en être les passeurs et de les incarner au mieux. Nous pourrons ainsi suivre le déroulé d'une intention de travail intérieur à travers les 48 semaines énergétiques du cycle solilunaire. Alors reprenons les 4 temps du cycle solilunaire tels que nous les avons définis tout à l'heure, mais en les précisant cette fois-ci en fonction des énergies Capricorne et du travail qu'elle nous propose ce mois-ci pour les justes relations. Donc, chaque cycle commence par le premier quartier, qui est une période de préparation à la réception des énergies qui nous imprègnent qui nous imprégneront pendant la semaine de pleine lune. C'est donc, pour les énergies Capricorne, une période d'alignement qui a débuté cette année le 4 janvier et qui va jusqu'au 10 janvier 2025. Pendant cette phase de préparation, nous cherchons à rejoindre la lumière. Nous cherchons à devenir cette lumière pour être en mesure d'éclairer nouvellement notre capacité d'apporter des réponses pour faire vivre de plus justes relations sur Terre. C'est une phase où on est invité à se départir du connu pour se rendre disponible à l'inédit. Et toutes les pensées qui nous traversent peuvent être des opportunités de réflexion. Comment les énergies qui se manifestent à travers les expressions de la lumière
du devoir, du karma, de la responsabilité, de la discipline ou du contentement, peuvent-elles contribuer à éclairer la façon dont nous expérimentons les plus justes relations? Puis, en phase de pleine lune, du 11 au 17 janvier 2025, nous sommes invités à nous ouvrir pleinement aux énergies qui se déversent sans chercher à les identifier, sans vouloir recevoir quelque chose personnellement. En effet, les méditations de pleine lune sont un moment d'imprégnation collective, de mise à disposition de l'antenne humaine pour recevoir la lumière et l'ensemble des énergies qui impactent la Terre. Efforçons-nous donc de demeurer en unité de conscience avec tous ceux, connus ou inconnus, qui sont des chercheurs de vérité, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons recevoir plus de lumière. Ce n'est donc pas le moment de réfléchir aux justes relations, parce que l'intervention du mental concret nous couperait de la réception des énergies. Pendant cette période de pleine lune, efforçons-nous d'être disponibles à la façon dont l'âme reçoit ses énergies pour en être les passeurs subtils. Cherchons à voir clair, même si nous ne voyons rien. Cherchons à écouter, même si nous n'entendons rien. Nos sens subtils sont à l'œuvre. Et c'est en n'attendant rien que nous sommes le plus à même d'accueillir une once de vérité, parce que l'attente fait toujours référence à quelque chose de connu. Puis vient la troisième phase, la phase de distribution qui correspond à la période qui encadre le deuxième quartier de la Lune, du 18 au 25 janvier. C'est un temps où ce que nous avons contacté, ce qui nous a impacté, même inconsciemment, se diffuse à travers nous. Alors c'est peut-être parfois un moment difficile parce que les énergies qui nous ont imprégnés se propagent sur un terrain qui vibre sur une certaine fréquence. Et cette rencontre énergétique au sein même de notre personnalité entraîne des remous qu'il n'est pas toujours facile de canaliser. C'est là que les justes relations humaines vont s'éprouver à travers nous et nous éprouver. C'est là que nous pouvons être en proie à de grandes dualités, en voyant l'écart criant qui existe entre ce que proposent les énergies subtiles avec lesquelles nous sommes capables d'être en phase et la densité de nos différents corps qui, eux, ne sont pas forcément prêts à abandonner leurs habitudes, leurs prérogatives. Et donc s'engager à travailler les justes relations humaines n'est pas un travail intellectuel. Il ne s'agit pas de parler de ce qu'elles pourraient ou de ce qu'elles devraient être, mais d'en être des témoins, des échantillons. Travailler les justes relations entre nos différentes instances avec nos proches ou nos plus lointains. C'est ce qui est à faire pendant cette période. En fait, tout est opportunité de travail. Et quand d'injustes relations s'invitent dans notre quotidien, quand d'injustes pensées nous habitent, c'est une opportunité de se mettre plus intensément au travail. C'est ainsi que nous apportons des réponses aux problèmes qui nous sont présentés. C'est notre dharma, c'est notre karma, et en les assumant, nous remplissons pleinement notre mission humaine. Les difficultés que nous rencontrons sont aussi là pour nous permettre d'ouvrir nos champs de compréhension. C'est en voyant combien parfois nous attisons des guerres intestines que nous pouvons comprendre les guerres qui s'expriment à plus grande échelle. Et c'est en pacifiant nos relations que nous contribuons à pacifier le monde. Dès lors, nous pouvons porter un regard nouveau sur notre vie, la société, et accompagner le monde en marche dans son nouveau cycle. Enfin, le quatrième temps du cycle solilunaire correspond à la période de la nouvelle lune, du 26 janvier au 1er février. Et l'intégration de ce qui s'est distribué se poursuit. Et c'est ce qui nous permet donc d'ancrer, si tant est que nous l'ayons identifié, la plus-value de lumière qui résulte du vécu des 3 semaines passées. Alors, que retenons-nous des rencontres, des relations, des conflits, des erreurs, des ratés et des réussites concernant la lumière avec laquelle nous avons éclairé nos relations? Avec quelle pierre supplémentaire à l'édifice de conscience pourrons-nous aborder le pas suivant du Verseau dont nous parlerons le mois prochain? Voilà donc ce qui est à faire pendant ces 4 temps, ces 4 semaines du Capricorne. Et donc Saturne, le maître des cycles, le maître des horloges, nous incite et nous convoque au travail
sans jamais nous presser ou nous condamner. Évitons donc de le faire en nous lamentant sur la difficulté et la lenteur de nos transmutations, et cultivons sans relâche pour le bien de la terre et de tous les terriens le contentement indispensable si nous voulons cultiver de justes relations. Alors cette année, comme l'année dernière, nous terminerons l'ensemble des conférences par la même méditation que chacun pourra reprendre au quotidien en se reliant à l'ensemble des méditants qui s'emploient à faire advenir de justes relations sur terre. Bien donc, méditons ensemble.